Que voulez-vous que je vous raconte de plus? Je ne l'ai pas tué. Voilà en résumé ce que l'on peut retenir de l'interrogatoire de Cédric Jubilard, qui a campé fermement sur ses positions. Il n'a pas avoué, il a parfois plié sous les questions des avocats de la partie civile, mais il n'a jamais rompu. Est-ce surprenant? Non, pas vraiment, car en réalité, on pouvait difficilement s'attendre à davantage. En revanche, il a quand même semé quelques éléments intéressants, voire troublants, que nous allons voir tout de suite. 14e jour du procès Jubilard devant la cour d'assises du Tarn. L'interrogatoire de Cédric sur le soir de la disparition commence. Un moment particulièrement attendu que les avocats de la partie civile ont minutieusement préparé. Mais pour l'heure, place au témoignage spontané de Cédric Jubilard. Monsieur Jubilard, levez-vous s'il vous plaît. Qu'avez-vous fait le week-end précédant la disparition de Delphine Jubilard? Demande la présidente. Delphine m'avait dit qu'elle partait acheter une voiture avec des amis. Je trouvais que c'était une bonne chose. Et le lendemain, on est peut-être allé faire des achats de Noël et les courses pour le mois. On était tous les quatre. J'étais jovial de préparer les fêtes de Noël. À cette époque, il ressort du dossier que Cédric doit 50 € à un certain Alexandre. Pour des questions de voiture, dit-il. Il tente de faire un virement le 15 décembre, qui est refusé, car il n'a plus du tout d'argent sur son compte. Il pense alors à prélever sur le compte de Delphine et celui de ses enfants. Vous aviez parlé entre vous que vous preniez la carte bancaire de Delphine? Demande la présidente. Oui, répond l'accusé. Ça la dérangeait beaucoup, on en parlait dès que je prenais sa carte. Elle était énervée, en colère que je ne la prévienne pas. Avait-elle pu dire qu'elle allait faire le nécessaire auprès de sa banque pour bloquer la carte? Non, elle ne m'en a jamais parlé. J'ai appris ça après sa disparition. On évoque ensuite sa journée du 15 décembre 2020. Je me suis levé vers 6 h. En général, c'est Delphine qui me réveille. Tout va bien ce matin-là, j'ai pris le bus pour aller au travail. Mon patron m'a récupéré dans son véhicule et nous sommes allés sur le chantier de la faculté où j'ai posé du parquet. Je n'ai pas de souvenir précis de cette journée, mais mon patron m'a dit que je lui avais offert une bouteille de vin pour son anniversaire. Je suis rentré ensuite en bus, chez moi, le soir. Vous avez consommé ce jour-là du cannabis? J'ai fumé le 1er juin à 6 h 45, en allant au bus. J'en roule un dans le bus que je fume en sortant. J'en refume un ensuite vers 8 h 30, puis à 10 h, 11 h, et après avoir mangé, et puis pareil dans l'après-midi. En résumé, c'est un joint par heure, dit la présidente. Tout à fait, confirme Cédric Jubilard. Puis, Madame la présidente décide de rentrer dans le détail de cette fameuse soirée du 15 au 16 décembre. Cédric Jubilard décrit une soirée habituelle dans ce foyer de Cagnac-les-Mines. Quand je suis rentré du travail, Delphine était sur son téléphone, devant la télé. Les petits jouaient avec des Legos devant le canapé. Quand je suis arrivé, nous avons joué ensemble jusqu'à 19 h 45. Elle est partie leur donner le bain, pendant que moi, je préparais le repas. J'ai fait des coquillettes et des cordons bleus, mais ça ne lui convenait pas. Alors j'ai fait une soupe, en plus. Nous avons mangé vers 20 h 30, j'ai débarrassé la table avec l'aide de Louis, tandis que Delphine préparait Elia pour le coucher. Ensuite, Louis et Delphine se sont mis devant la télé. Je suis allé promener les chiens, je lui ai demandé si elle pouvait y retourner après, et après je me suis couché et eux ils sont restés devant la télé. L'accusé poursuit son récit. Il raconte que vers 21 h, Delphine lui amène Elia pour qu'il puisse lui faire un bisou. Il sort ensuite donc pour fumer un joint et sortir les chiens. Son itinéraire, dit-il, est à peu près toujours le même. 30 à 45 minutes de promenade, à peu près, en passant par la mairie de Cagnac-les-Mines, puis l'école. Il pense croiser sur son chemin une dame, mais il n'est plus très sûr. Pendant la promenade, il joue sur son téléphone, au jeu Game of Thrones. Il arrête d'y jouer alors qu'il promène encore les chiens à 22 h 04, alors qu'il est, dit-il, à environ 200 mètres de la maison. Il dit mettre ensuite son portable en charge, être allé faire un bisou à Louis et Delphine, puis s'être couché et s'être endormi. La présidente émet une remarque. Lors de votre première audition, vous n'aviez jamais évoqué le fait que vous aviez sorti les chiens ce soir-là, mais vous aviez simplement dit que vous étiez sorti fumer un pétard. Vous avez dit « Je bois un café, je marche jusqu'au champ en face de l'allée de la maison », rappelle-t-elle. La présidente relance et s'attarde ensuite quelques instants sur ce téléphone, qui est un élément fondamental du dossier. Que devient votre téléphone? Il n'avait presque plus de batterie, dit Cédric. Je le mets en mode avion, je le mets en charge jusqu'au lendemain matin. On sent l'accusé particulièrement concentré sur les réponses qu'il donne et en même temps extrêmement tendu. Le problème dans cette histoire, c'est que son téléphone s'éteint à 22 h 08 précisément. Il a dû s'éteindre tout seul ensuite. Mais moi, je ne l'ai pas vu s'éteindre, se défend Cédric Jubilard. Je devais être sous la douche. Il se douche ensuite jusqu'à 22 h 30. Selon son récit,
Ils font un câlin, Delphine et lui, dans la chambre de Cédric pendant 5 à 10 minutes. Comment expliquer que Delphine vienne faire un câlin? Demande la présidente. Je ne sais pas, ça arrivait tous les soirs, répond le prévenu. Il est donc 22h40, on sait que votre épouse a échangé des messages avec son amant, dit la présidente, notamment entre 22h32 et 22h48. Vous la voyez sur son téléphone? Oui, répond Cédric. Elle était toujours sur son téléphone. Et vous en pensez quoi? Ça m'arrivait de le faire aussi. La présidente revient ensuite sur cette fameuse histoire de chien que Cédric aurait sorti ce soir-là. Quel aurait été son intérêt de faire sortir les chiens si vous l'aviez déjà fait? Car elle se couchait tard, répond-il, beaucoup plus tard que ça. Pas très convaincant comme explication. Monsieur Jubilard, continue la présidente, vous regardez de la pornographie tous les jours, mais pas ce soir-là. En revanche, vous en regardez le 16, le lendemain. Oui, mais le soir du 15, j'étais fatigué. Je n'avais pas envie, le parquet m'avait claqué, dit Cédric. En somme, Cédric maintient ensuite ne jamais s'être levé de la nuit. On lui objecte que dans sa déposition, son fils Louis, lui, prétend le contraire. Il se trompe de soirée, dit Cédric. Ce soir-là, je ne me suis pas levé. Louis doit confondre avec 2 ou 3 soirs avant, car effectivement, il y avait eu une dispute. La présidente fait la lecture du légiste. Il a un état général altéré. Je note une lésion au niveau du bras droit d'environ 10 cm. Une lésion de 3 cm près de l'omoplate. Mais Cédric, bien évidemment, a réponse à tout. Sur le bras, c'était une lésion ancienne. C'était une cicatrice. Sur le torse, je ne sais pas. Je n'en avais pas. La cour doute. Le président dit alors: en principe, les médecins légistes, quand ils notent qu'il s'agit d'une cicatrice, ils indiquent qu'il s'agit d'une cicatrice. À ce moment-là, Maître Franck propose même que l'accusé montre ses cicatrices. Je peux, dit Cédric qui tente de se mettre torse nu. Mais la présidente l'interrompt rapidement en disant: non, je ne vais pas demander à l'accusé de se dévêtir ici. La présidente poursuit. Quelle explication vous avez quant à la disparition de votre épouse? Je n'en ai aucune. Et j'aimerais en avoir une pour la donner à mes enfants. Le suicide? Non, je ne pense pas. Le départ volontaire? Je ne l'espère pas. Vous avez dit que vous cherchiez une preuve de l'amant. On sait qu'à 22h53, il envoie une photo de lui à votre épouse. Je n'en avais pas connaissance, dit Cédric. C'est au tour de l'avocat général de prendre la parole. Le téléphone, vous le mettez en mode avion à 22h04. Puis vous l'éteignez à 22h08. Vous dites que vous êtes allé en 4 minutes à la douche? C'est quand même compliqué, monsieur Jubilard. Mais pas impossible, répond l'accusé qui, assez bizarrement, semble se contredire et désormais, il semble expliquer avoir éteint lui-même le téléphone. Alors qu'au départ, il expliquait que le téléphone s'était certainement éteint tout seul pendant qu'il était à la douche. Maître Batik, ensuite en partie civile, demande: vous dites que Delphine vous a fait un câlin pendant 5 minutes. Il se passe quoi? On apprécie le moment, répond Cédric. Oui, un moment suspendu entre Delphine et vous. C'est cohérent, ironise l'avocat. Mais tout à fait, c'est la vérité, tente de se défendre Cédric. Monsieur Jubilard, vous êtes droitier ou gaucher? Poursuit l'avocat. Droitier. Si vous deviez faire une clé de bras pour étrangler quelqu'un, vous utiliseriez lequel? Le droit. Je n'ai plus de questions, conclut l'avocat qui essaye subtilement de suggérer un scénario inspiré des aveux que Cédric Jubilard aurait fait à son ex-compagne Jennifer. Maître Boguet, qui représente les intérêts des enfants du couple, lui, ouvre notre front. Le maître chien dit qu'il n'y a pas de piste chaude. Il dit qu'on est certain que votre épouse n'est pas sortie sur ses 2 jambes de la maison. Moi, je peux vous assurer qu'il ne s'est rien passé dans la maison, répond Cédric. En réalité, vous n'en savez rien, si elle dort ou si elle est sortie, puisque vous dites que vous dormiez, donc vous insinuez que je l'ai tuée. C'est ça, répond l'accusé. Ah oui, moi je l'insinue. Sinon qui l'a tuée? Demande le pénaliste toulousain. Moi je vous dis qu'elle est sortie, maintient Cédric. Donc les analyses techniques se trompent. Le chien était enrhumé, ironise à son tour l'avocat. Cédric Jubilard est très tendu dans son box, mais il parvient encore à se maîtriser. Nerveusement, il ne cesse de lever une jambe, puis l'autre. C'est au tour de Maître Decaune de manier le sarcasme. Avec le divorce, vous auriez été tranquille, 1 semaine sur 2, là vous êtes tranquille à 100%. Cédric Jubilard lui répond d'un air là. Ce n'est pas ça, je suis innocent et je le martèlerai toujours. Madame la présidente reprend la parole. Aux alentours de 22h40, vous êtes donc seul, dans votre chambre. Et que se passe-t-il ensuite? L'accusé répond qu'il se réveille vers 3h40, réveillé notamment par les pleurs de la petite Elia. Il lui remet sa tétine, met un peu de musique, il reste avec elle environ 10 minutes, puis il cherche Delphine mais ne la trouve pas. Il explique faire le tour de la maison et voir les chiens dehors. Il les fait rentrer alors qu'ils sont sur la terrasse de devant. Il appelle ensuite les copines de Delphine, puis les gendarmes. La cour diffuse son appel à la gendarmerie. Il est 4h09 du matin,
le 16 décembre 2020. L'appel dure 4 minutes. « Bonjour, je ne sais pas où est passée ma femme. Je me réveille et je suis tout seul à la maison », dit Cédric à l'opérateur d'une voix plutôt calme. « On est en instance de divorce, mais ça se passe bien », affirme-t-il à un moment. Une patrouille est alors envoyée sur place. « Vous ne précisez pas aux gendarmes que vous lui avez dit d'aller sortir les chiens ce soir-là », fait remarquer la présidente. « Non, il est 4 h du matin, je n'avais pas les idées très claires », répond Cédric. Vers 4 h 20, les gendarmes tenteront de rappeler Cédric, mais tombent directement sur sa messagerie. « J'étais en train d'appeler Delphine », explique Cédric. Cédric rappelle ensuite les gendarmes. « Dans cet appel, vous émettez une hypothèse. Elle va promener les chiens de temps en temps, dites-vous. Mais vous ne précisez pas que c'est vous qui lui demandez spécifiquement d'aller promener les chiens ce soir-là », note la présidente. Dans l'extrait audio qui est diffusé, on entend Cédric expliquer que Delphine n'a pas pris la voiture, qui est encore là. « Vous êtes en instance de divorce. Fréquentait-elle quelqu'un ?» demande le policier sur place ce soir-là. « J'ai des doutes à 2000%, mais je n'ai aucune preuve. Je suis en panique, dit Cédric. Pendant ce temps, les gendarmes viennent et repartent. Dehors, ils inspectent la voiture. Cédric explique appeler Delphine constamment. En effet, dit la présidente, on peut parler même d'appels frénétiques. On a même le sentiment que vous ne laissez pas le temps aux appels d'aboutir, ce qui n'a pour effet que de saturer le téléphone. Moi, je laissais 4 sonneries, puis je raccrochais, et ensuite je rappelais, se défend Cédric. Pourquoi êtes-vous accroupi devant la machine à laver lorsque les gendarmes primo-intervenants pénètrent dans la maison ? Demande la présidente. Je mets des chaussettes qui traînent dans la machine à laver, répond du tac au tac Cédric. Et vous ne la faites pas tourner? Non, ça je le fais le lendemain, avec la couette sur laquelle les chiens avaient pissé. La présidente note ensuite qu'il fait la recherche « Effacer appareil Android », localiser appareil Android sur son propre téléphone. Quand les gendarmes sont là, au petit matin, Cédric Jubilard estime que ce sont eux qui ont pris son téléphone pour faire une recherche. Une réponse un peu douteuse. Vous appelez aussi Anne et vous lui dites avoir grillé Delphine en train d'envoyer une photo d'elle sur Insta. Oui, répond calmement l'accusé. Elle me demandait si j'avais découvert si elle avait un amant. Je lui dis que je l'avais grillée, mais là je parlais au mois de juillet, août ou septembre. Ce n'est donc pas la veille que vous l'avez grillée? Demande la présidente. Petite précision à ce stade, ce soir-là, à 22 h 19, Delphine envoie une photo d'elle en nuisette blanche, à liseré rose, épaules dénudées. S'en suivront des messages type « Envie de toi, j'attends que ton lit soit le mien » et la thèse de l'accusation pencherait donc vers un scénario dans lequel, le soir des faits, Cédric découvre la photo de nuisette et peut-être la conversation entre l'amant de Montauban et sa femme. Une dispute s'en suivrait dans laquelle Delphine perdrait la vie. Ça, du moins, c'est la thèse de l'accusation. Mais encore faut-il prouver que Cédric s'est levé ce soir-là, car à part le témoignage de Louis, 6 ans, c'est compliqué. En tout cas, Cédric nie farouchement. Non, pas du tout. Le 16 décembre, alors que Delphine a disparu, Cédric fait un retrait de 20 € avec la carte bleue de Delphine pour s'acheter du shit. Au cours des 3 semaines écoulées, il avait déjà dépensé 900 € en shit. C'est au tour de l'avocat général de mener l'interrogatoire de l'accusé. Vous ne vous dites pas que votre femme n'est pas très loin? Vous n'essayez pas de crier, de l'appeler? Lui demande le magistrat. Non, je ne veux pas réveiller les voisins, affirme Cédric Jubilard. Vous êtes donc du genre à vous soucier des voisins? Ce n'est pourtant pas vraiment ce qui ressort du dossier. Maître Philippe Pressec, à présent, avocat des parties civiles, revient sur les recherches dont nous avons parlé un peu plus haut, comme effacer appareil Android ou localiser appareil Android, qui ont été retrouvés sur le téléphone de Cédric, et pour lesquels il explique que ce sont les gendarmes qui les ont faites. Le pénaliste balaye cette explication d'un revers de la main et affirme qu'à ce moment-là, il n'est suspect de rien, et que les gendarmes n'ont aucun droit de prendre son téléphone. Pourtant, c'est ce qui s'est passé, répond Cédric Jubilard. De 19 h à 23 h 30, le soir, dit Cédric. Tout à fait, répond l'accusé. On a malgré tout du mal à comprendre pourquoi les gendarmes feraient ce genre de recherche sur le téléphone de Cédric. Mais jusqu'à maintenant, alors que nous touchons au terme de l'interrogatoire de l'accusé, Cédric Jubilard campe toujours fermement sur ses positions. On comprend déjà qu'il ne faut pas attendre d'aveu. Maître Batic, lui, toujours en partie civile, enchaîne sur un autre sujet. Monsieur Jubilard, vous ne portez pas une alliance? Mais c'est quoi ce que vous avez à la main? C'est une bague que Jennifer m'a offerte. Vous aviez une alliance de Delphine. Pourquoi gardez-vous la bague de Jennifer et pas celle de Delphine? Car c'est Jennifer qui a mon alliance, répond l'accusé. Vous lui avez offert? Non, c'était pour qu'elle puisse avoir mon tour de doigt. On sent bien que les avocats en partie civile lancent des tentatives un peu désespérées pour bousculer l'accusé, à l'image de Maître Batic qui poursuit « Monsieur Jubilard, pourquoi avez-vous menti durant tout ce procès? Sur les prières, sur les chiens, en suggérant que quelqu'un a pu entrer dans le salon sans que vous n'ayez entendu.
Ah non, 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 je n'ai pas menti. Et ça, c'est vous qui l'avez dit, hein, pas moi. Hein. Le personnage que vous nous avez livré ne correspond pas au personnage que nous avons dans les écoutes téléphoniques. Que voulez-vous que je vous raconte de plus? Je vous l'ai déjà dit, je n'ai pas tué Delphine, dit Cédric. C'est maintenant à Maître Chmany de se heurter au mur Cédric Jubilard. Il tente une autre approche de l'accusé. Monsieur Jubilard, on a rencontré Louis la semaine dernière. Il voulait venir. On a des comptes à rendre à vos enfants. Pour lui, je vais demander de répondre à ces deux questions. Louis demande de se recueillir sur une tombe. Et moi aussi, j'aimerais apporter une réponse à cette question. Mais je n'en ai pas, répond invariablement l'accusé. Louis dit que vous ne dites pas la vérité, enchaîne le pénaliste. C'est normal, c'est ce qu'on lui souffle depuis des années. Mais ce n'est pas la vérité, rétorque Cédric. Assez habilement, Maître Chmany remet au cœur du jeu de l'accusation le propre fils de Cédric Jubilard qui accuse son père et qui n'a pas pu témoigner. Il rappelle ainsi à la cour que cet enfant aurait vu son propre père se disputer avec Delphine, même s'il n'est pas venu sur place au procès. Enfin, par ces mots, l'avocat se fait le porte-parole de la force de conviction d'un fils quant à la responsabilité de son père dans la disparition de sa mère. Maître Nakache, en partie civile, enchaîne à son tour. Vous avez vu pour la première fois ici l'amant de votre femme. Tout à fait, dit Cédric moqueur. Et j'ai été déçu. C'est assez incroyable, mais Cédric Jubilard provoque des rires dans la salle. Donc, pas de peine, pas de tristesse, pas de haine, alors que vous êtes le plus grand cocu de France? Non, rien du tout. Même s'il y a 4 ans, je lui aurais bien mis mon poing dans la figure, dit Cédric Jubilard. La présidente lit maintenant une lettre adressée par Louis à son père. Quand maman n'avait pas disparu, Cédric me demandait de m'agenouiller sur des Legos. Il me demandait de ne pas dire à maman. Ou alors, quand j'étais tout seul avec lui, il me baissait le pantalon pour me mettre une fessée. Une fois, il m'a tapé à l'arrière de la tête, tellement fort qu'une de mes dents s'est cassée en se cognant contre la table du salon. La présidente poursuit la lecture des lettres de Louis. Le 15 décembre 2020, j'ai regardé la télé avec maman. J'ai entendu Cédric qui est sorti de sa chambre et qui s'est disputé avec maman. J'ai jeté un Lego dans le couloir pour qu'ils arrêtent. Après la disparition de maman, il ne s'est pas occupé de moi, ni de ma sœur. C'était dur. On sent bien que le témoignage clé dans cette affaire est bien celui de Louis. C'est lui qui pourrait faire basculer ce procès. Mais quelle responsabilité terrible à faire porter sur un enfant. Et comment être persuadé qu'il ne s'est pas trompé de jour, comme le prétend Cédric? L'accusé est appelé à réagir. Monsieur Jubilard, qu'est-ce que vous en pensez? Que c'est triste. Je n'ai rien d'autre à dire. On note que le petit Louis appelle son père Cédric et non papa. Par ailleurs, Cédric, s'il se dit triste, ne laisse transparaître aucune émotion. Voilà pour ce témoignage de Cédric Jubilard. Si de prime abord on peut se dire qu'il s'en est pas trop mal tiré, son témoignage a malgré tout pu mettre en avant au moins 6 éléments troublants qui portent préjudice à la crédibilité de l'accusé. Tout d'abord, l'histoire des chiens, qu'il sort aujourd'hui alors qu'il n'en avait jamais parlé auparavant. Il y a aussi le sujet de la pornographie qu'il consomme de manière quotidienne, sauf ce jour-là. On peut aussi noter le câlin à 3 qu'il raconte ce soir-là. Étant donné l'ambiance dans le couple, c'est une scène malgré tout assez étonnante. Ensuite, il y a cette recherche sur son téléphone, effacer, localiser, appareil Android. Il charge les gendarmes et c'est quand même difficilement crédible. Et pour finir, le témoignage de son propre fils Louis qui non seulement ne croit pas en son innocence, mais maintient mordicus avoir vu une dispute le soir du 15 décembre. Enfin, concluons avec quelques mots du psychiatre qui a déposé un peu plus tôt dans la matinée. Il a examiné Cédric. Le docteur Pierre Equet explique avoir rencontré le prévenu à 2 reprises pendant l'instruction. La première fois, il était incarcéré depuis 2 semaines. Cédric explique à l'expert ne pas avoir beaucoup de temps à lui consacrer. De toute façon, il n'a rien fait et il espère sortir rapidement. Il dit être sevré de tabac et de cannabis depuis son incarcération et de ce fait, il est beaucoup plus irritable. D'autant que sa consommation de cannabis est considérable. Elle se situe entre 10 et 25 joints par jour. Il n'est pas très content de ses conditions de détention, alors qu'il est à l'isolement, pour sa propre sécurité. Il dira au psychiatre cette phrase assez étonnante, je cite « Je ne suis pas un PD, pas un violeur. Je suis un criminel comme les autres. » Il revient un peu sur son passé. Il admet volontiers être devenu à 13 ans un petit délinquant ingérable. Je faisais le mur, je fumais, j'ai toujours fait des bêtises au collège. Puis, il fond en larmes à l'évocation de la perte de son grand-père paternel qui était sa seule boussole lorsqu'il était enfant. Au moment où Cédric était interrogé, cet homme
avait disparu depuis un peu plus d'1 an. Avec lui, j'étais le prince, c'était un papy gâteau, conclut Cédric. L'expert interroge ensuite le détenu sur sa relation avec la victime. Il note qu'il n'utilise jamais le prénom de Delphine, préférant des mots comme « elle »,« madame » ou encore « ma femme ». On le sait, le couple a 2 enfants qui ont été voulus. Mais Cédric, lui, explique que la naissance d'Elia, déjà, c'était un petit peu pour sauver le couple. Toujours sur leur vie conjugale, Cédric dit au psychiatre qu'elle le traitait de connard ou de cassos. « Mais moi, ça me faisait marrer », dit-il. Invité à se prononcer sur ce qui a pu arriver à Delphine, il dit au psychiatre avoir plein d'hypothèses. « Elle s'est peut-être barrée en Espagne », dira-t-il. « Elle sortait les chiens. La seule chose que je lui demandais, c'était qu'elle sorte les chiens. » Pour l'expert, Cédric est doté d'une intelligence normale. Il s'exprime avec un langage très cru, il est très sûr de lui, parfois arrogant, il a réponse à tout, il a de la répartie, une haute opinion de lui-même, voire même un ego démesuré qui confine à un sentiment de toute puissance. Il note une maîtrise parfaite de ses émotions sans la moindre faille dans le discours. Il ne perçoit aucune culpabilité névrotique avec un individu peu déstabilisable et qui se montre même très vite séducteur. L'avocat général demande « Ce qui me frappe, c'est la noirceur du ton qui est employé. Il dit « Je suis un raté de l'éducation » et il s'emporte face à vous. On a affaire à quelqu'un qui est dans une situation de colère et un peu sans filtre, alors qu'ici, devant nous, à la cour d'assises, il est beaucoup plus nuancé. Oui, il était toujours sur ce ton, entre colère et moment où il se livre. Maître Rongier, en partie civile, questionne « Vous parlez de colère maîtrisée. Y en a-t-il une au sujet de Delphine? Ce qui est certain, c'est qu'il a une colère contre elle, au moment où il m'en parle. Il estime avoir été abandonné. » Maître Batik, toujours en partie civile, enchaîne. « Vous avez dit que Cédric Jubilard parle de Delphine en disant « elle ». Il peut aussi parler d'elle en disant « l'autre ». Est-ce que c'est anodin de parler d'elle de cette façon? Il n'a jamais parlé d'elle autrement que de cette façon distanciée. Ce n'est pas anodin. Je n'ai jamais vu un homme en pleurs. Il a une colère distancée car il pense qu'elle l'a abandonné. Maître Franck, en défense, prend la parole. Il y a une colère de Cédric Jubilard à l'endroit de son épouse. Vous dites qu'au moment où il est incarcéré, il la tient pour responsable, qu'elle l'a mis dans la merde. Oui, c'est exactement ce qu'il dit, confirme l'expert. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, pour ce nouveau compte-rendu d'audience. Un grand merci à notre reporter Mathieu Fourquet, qui fait un travail exceptionnel sur son live tweet. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et à très bientôt pour une nouvelle vidéo où nous débrieferons les réquisitoires, plaidoiries et surtout le verdict de ce procès.